Bonjour à toutes et à tous. Le maintien de l'intégrité du système vasculaire en cas de survenue de brèche fait intervenir un processus régulé de manière extrêmement sophistiquée. Ce processus appelé hémostase se doit d'être performant non seulement dans sa rapidité d'action pour stopper l'écoulement sanguin par la formation du caillot, mais il doit être également régulé de manière très stricte pour éviter que ce caillot ne se propage de manière inappropriée et ne mette en péril l'irrigation des organes. Le fonctionnement de l'hémostase est basé sur un dialogue constant entre ces nombreux acteurs, ceci depuis la survenue de la brèche jusqu'à la cicatrisation finale du vaisseau. Des anomalies touchant l'un de ces acteurs, qui nous le verrons, sont présents à la fois dans la circulation et dans la paroi vasculaire, sont à l'origine de la plupart des conséquences cliniques des pathologies cardiovasculaires. L'hémostase est par définition le processus physiologique qui vise à arrêter le saignement au niveau d'une brèche vasculaire par la formation d'un caillot. Ce caillot permet non seulement de colmater la fuite de sang provoquée par la brèche, mais il aide également à la cicatrisation de la paroi du vaisseau lésé. Les mécanismes auxquels il est fait référence dans ce cours concernent les vaisseaux de petit calibre, c'est-à-dire les artérioles, les vénules et les capillaires. Pour des raisons de flux, dans le cas de survenue d'une brèche au niveau d'une artère ou d'une veine de gros calibre, l'arrêt du saignement nécessite un point de compression, voire la suture du vaisseau. Ce caillot est constitué à la fois d'une composante cellulaire, les plaquettes ou thrombocytes, et d'une composante fibrillaire de consolidation, la fibrine. L'efficacité de l'hémostase réside non seulement dans la formation rapide du caillot, mais également dans un contrôle strict de sa croissance, visant à le contenir au niveau de la brèche. L'équilibre qui en résulte est régi par un ensemble d'activateurs et d'inhibiteurs que nous allons décrire dans ce cours. L'hémostase est un processus composé de 3 phases qui se déroulent de manière concomitante. L'hémostase primaire, aboutissant à la formation d'un agrégat de plaquettes, la coagulation qui aboutit à la formation d'un réseau de fibrines consolidant cet agrégat, et enfin la fibrinolyse qui permet l'élimination du caillot une fois sa cicatrisation achevée. En réalité, ces phases n'ont pas lieu de manière séquentielle, mais elles sont imbriquées les unes dans les autres. Ces phases de l'hémostase sont sous la dépendance de 4 composantes: la paroi vasculaire, les plaquettes, la coagulation et la fibrinolyse. La paroi vasculaire, tout d'abord, qui est constituée, mis à part dans les capillaires dont la structure est simplifiée, de 3 tuniques. L'intima composé de cellules endothéliales et d'un sous-endothélium, la média comprenant notamment des cellules musculaires lisses et du collagène, et l'adventice constituée de fibroblastes et de collagène. Ces différentes tuniques de la paroi ne jouent pas le même rôle vis-à-vis des acteurs de l'hémostase. Les cellules endothéliales ont en conditions physiologiques normales un rôle antithrombotique, alors que les autres couches qui ne sont normalement pas au contact du sang, c'est-à-dire depuis le sous-endothélium jusqu'à l'adventice, sont prothrombotiques. L'endothélium exerce une action antithrombotique par la sécrétion de facteurs comme le monoxyde d'azote, la prostacycline et l'ecto-ADPase, limitant l'activation plaquettaire, par l'expression de thrombomodulines et de glycosaminoglycanes de type héparane sulfate limitant la coagulation, et par la production de l'activateur du plasminogène, TPA, qui favorise la fibrinolyse, c'est-à-dire la dissolution du caillot. Dès les cellules endothéliales franchies, le sous-endothélium, la média et l'adventice sont prothrombotiques par la présence en particulier de collagène, de facteurs de Willebrand et de facteurs tissulaires. L'hémostase primaire est classiquement la première étape qui est décrite. Elle concerne principalement les plaquettes. Elle se déclenche en cas de rupture de la continuité de l'endothélium et d'exposition du sous-endothélium qui lui est thrombogène. Elle comprend une vasoconstriction localisée transitoire permettant de limiter les pertes sanguines et aussi de favoriser l'adhésion des plaquettes à la surface exposée. Ces plaquettes forment ainsi un clou plaquettaire, arrêtant le saignement par des mécanismes que nous détaillerons par la suite. Ce clou plaquettaire n'est néanmoins pas suffisamment stable et doit être consolidé au cours de l'étape de coagulation à l'aide d'un réseau de fibrines. Les plaquettes exercent un certain nombre de fonctions hémostatiques.
Elles adhèrent à la surface exposée par la brèche, sécrètent le contenu de leurs granules pour recruter de nouvelles plaquettes, s'agrègent les unes aux autres pour former un clou plaquettaire et ainsi colmater la brèche, et constituent une surface procoagulante permettant de consolider ce clou plaquettaire à l'aide de fibrines. Enfin, les plaquettes permettent la rétraction du caillot, ce qui facilite la cicatrisation par le rapprochement des berges vasculaires. Les plaquettes, appelées également thrombocytes, sont des éléments cellulaires anucléés circulant au nombre de 150 à 400 000 par microlitre de sang et ayant une durée de vie d'environ 8 à 10 jours. Elles ont au repos la forme d'un disque biconvexe d'environ 2 à 4 micromètres de diamètre pour 0,5 micromètre d'épaisseur et ont pour précurseur le mégacaryocyte de la moelle hématopoïétique qui en produit environ 100 milliards par jour. Dans les conditions physiologiques normales d'écoulement du sang, sous flux laminaire, les plaquettes circulent à proximité de la paroi vasculaire. Lorsqu'elles sont au repos, les plaquettes circulent, comme vous le voyez ici sur cette photographie en microscopie électronique, sous forme inactive discoïde. Et comme on peut le voir sur cette autre photographie en microscopie électronique, elles contiennent notamment un anneau périphérique de microtubules, un système canaliculaire ouvert permettant des échanges rapides avec le milieu extérieur, ainsi que des granules denses et des granules alpha, dont le contenu peut être libéré après activation. Les granules denses contiennent de nombreuses molécules qui stimulent notamment le recrutement d'autres plaquettes, l'agrégation ou encore l'inflammation, comme l'ADP, le calcium ou la sérotonine. Les granules alpha contiennent également de nombreux éléments importants pour l'agrégation, la coagulation, l'inflammation ou encore la cicatrisation. Ces plaquettes ont la capacité d'adhérer au collagène et aux facteurs de Willebrand du sous-endothélium démasqué au niveau d'une lésion. Elles peuvent alors être activées par ce collagène ou bien par des agonistes solubles. Il s'agit principalement de la thrombine provenant de la coagulation, dont nous reparlerons ensuite, et de l'ADP ou du thromboxane A2 libéré par d'autres plaquettes activées. Une fois activées, les plaquettes émettent des pseudopodes et libèrent à leur tour le contenu de leurs granules. L'activation induit également l'expression de glycoprotéines de surface et un remaniement membranaire aboutissant d'une part à leur agrégation irréversible par des pontages entre le fibrinogène et le récepteur GP2B3A en présence de calcium, et d'autre part à la constitution d'une surface catalytique pour la coagulation grâce au phosphatidylsérine. Les propriétés des plaquettes vis-à-vis des molécules d'adhérence ou des agonistes solubles sont dues à la présence à leur surface d'un panel de récepteurs. L'adhérence aux facteurs de Willebrand et au collagène du sous-endothélium se fait par l'intermédiaire de la glycoprotéine 1B ou GP1B au sein du complexe GP1B5-9 pour le facteur de Willebrand et de la glycoprotéine 6 ou GP6 et de l'intégrine alpha-2 bêta-1 ou GP1A2A pour le collagène. Lorsque les plaquettes sont sollicitées par des agonistes solubles provenant de la coagulation ou de l'activation d'autres plaquettes, elles y répondent grâce à des récepteurs à 7 domaines transmembranaires. La thrombine agit sur les récepteurs par 1 et par 4, l'ADP sur P2Y1 et P2Y12 et le thromboxane A2 sur son récepteur TP. L'interaction de l'ensemble de ces ligands à leurs récepteurs induit une signalisation intraplaquettaire activatrice. Il en résulte une signalisation dite inside-out qui aboutit à l'activation de l'intégrine GP2B3A ou alpha-2B bêta-3 qui devient alors capable de lier le fibrinogène et ainsi de déclencher l'agrégation plaquettaire. La liaison du fibrinogène à la GP2B3A déclenche alors des signaux intracellulaires appelés outside-in, stabilisant l'agrégat plaquettaire. Ainsi, ce panel de récepteurs permet aux plaquettes d'adhérer, de s'activer, de recruter et de former des agrégats, comme vous pouvez le voir ici, en conditions de flux in vitro sur matrice de collagène. À gauche, le sang d'un donneur sain, donc normal,
Et à droite, en l'absence de l'un des récepteurs au collagène, l'AGP6, les plaquettes de patients déficients adhèrent significativement moins sur cette matrice. L'activation plaquettaire induit un changement de forme au cours duquel elles s'étalent et émettent des pseudopodes. Elle induit également la sécrétion du contenu des granules alpha et des granules denses qui libèrent dans le milieu des molécules participant au recrutement de nouvelles plaquettes, à l'agrégation, à la coagulation, mais également à l'inflammation et ainsi qu'à la cicatrisation. Elle provoque par ailleurs la synthèse par l'enzyme COX-1 de thromboxane A2 à partir de l'acide arachidonique. Celui-ci est sécrété et participe au recrutement de plaquettes de la circulation qu'il stimule via son récepteur. L'activation permet également l'agrégation des plaquettes entre elles par interaction avec le fibrinogène et donc la stabilisation du clou plaquettaire. Enfin, l'exposition de phospholipides procoagulants constitue une plateforme pour la génération de thrombine qui stabilisera le caillot par la formation de fibrine. La formation d'un caillot stable nécessite ainsi une succession d'étapes. Lorsque les plaquettes entrent au contact de la paroi vasculaire lésée, elles adhèrent aux protéines exposées, facteurs de Willebrand et collagène, par l'intermédiaire de leurs récepteurs GP1B, GP1A2A et GP6. Cette adhésion est stabilisée par la liaison au collagène qui induit des signaux d'activation puissants. Les signaux d'activation conduisent à la libération d'agonistes solubles qui permettent le recrutement de nouvelles plaquettes de la circulation. Ce sont principalement l'ADP et le thromboxane A2. Les plaquettes activées s'agrègent par un mécanisme impliquant le pontage par le fibrinogène de l'intégrine GP2B3A de plaquettes voisines. La membrane plaquettaire subit alors un remodelage qui lui permet de catalyser la formation de la thrombine, qui, elle-même, amplifie l'activation des plaquettes et induit la fibrinoformation et donc la formation d'un caillot stable. Ce caillot est ensuite éliminé par le processus de fibrinolyse. Enfin, la rétractation du caillot et la sécrétion par les plaquettes activées des facteurs de croissance contenus dans leurs granules sont importants pour permettre la cicatrisation. La formation d'un caillot stable passe par la consolidation du clou plaquettaire par un réseau de fibrine. La coagulation correspond à une cascade de réactions enzymatiques qui aboutit à la transformation par la thrombine du fibrinogène soluble en fibrine insoluble qui constitue l'armature du caillot. Ce phénomène est localisé et régulé par un ensemble d'inhibiteurs physiologiques. La coagulation est un événement provoqué par la lésion vasculaire qui doit rester localisé au niveau de cette brèche vasculaire. La formation du réseau de fibrine, qui s'associe aux plaquettes pour former le caillot, résulte d'une succession de réactions enzymatiques qui se déroulent sur la surface phospholipidique des plaquettes activées. Ces réactions enzymatiques sont des protéolyses limitées successives qui convertissent des proenzymes, ou zymogènes, en enzymes actives. La rapidité du phénomène est due à un ensemble de processus d'auto-amplification qui se mettent en place, et il existe en parallèle un contrôle négatif qui limite la diffusion des réactions à distance de la brèche. La coagulation peut être déclenchée par deux voies que l'on distingue plutôt artificiellement, mais qui en réalité fonctionnent ensemble. La voie endogène, ou phase contact, est déclenchée par des surfaces chargées négativement, comme la surface des plaquettes activées, le collagène, les nets ou encore la surface d'un tube en verre. La voie exogène est quant à elle déclenchée par l'exposition du facteur tissulaire au sang. Ces deux voies aboutissent, grâce à une cascade de protéolyse limitée, à l'activation du facteur 10 en facteur 10 activé qui active à son tour l'enzyme centrale de la coagulation, la prothrombine, ou facteur 2, en thrombine, ou facteur 2 activé, qui est responsable de la transformation du fibrinogène en fibrine. Les facteurs de la coagulation portent des numéros en chiffres romains avec le suffixe A lorsqu'ils sont activés. Ils circulent sous forme non active dans le sang, en attente du déclenchement de l'une ou l'autre voie.
Si on regarde maintenant plus précisément ces cascades d'activation qui aboutissent à la formation de thrombine et donc à la fibrinoformation, on constate que l'exposition du facteur tissulaire déclenche l'activation du facteur 7 en facteur 7 activé, qui à son tour active le facteur 10 et également le facteur 9 dans ce qui est appelé la courbe Josso, qui active à son tour le facteur 10. La voie endogène, quant à elle, aboutit en présence de calicréine et de kininogène de haut poids moléculaire à l'activation du facteur 12, qui active à son tour le facteur 11, qui active le facteur 9. Pour amplifier la coagulation, la thrombine stimule sa propre formation, d'une part par l'activation des cofacteurs non enzymatiques 5 et 8, qui accélèrent fortement l'activation des facteurs 9 et 10, et d'autre part par l'activation du facteur 11 de la voie endogène. Enfin, la thrombine active le facteur 13 qui stabilise la fibrine formée. On distingue ainsi la voie exogène contenant facteur tissulaire et facteur 7, la voie endogène contenant les facteurs 12, 11, 9 et 8, et la voie commune contenant les facteurs 2, 5 et 10. Un certain nombre de systèmes d'inhibition sont en parallèle nécessaires pour éviter l'emballement. Les principaux sont présentés ici. Le TFPI ou inhibiteur de la voie du facteur tissulaire bloque l'initiation de la voie exogène. L'antithrombine et la protéase Nexine 1 sont des antiprotéases neutralisant entre autres la thrombine et le facteur 10 activé. Et enfin, la protéine C qui est activée par la thrombine en présence de thrombomoduline inactive les voies d'amplification en dégradant les cofacteurs 5A et 8A. La coagulation nécessite un certain nombre d'intervenants. Elle se produit sur les plaquettes activées, qui jouent le rôle de surface catalytique, et fait intervenir des protéines plasmatiques et des protéines membranaires, qui peuvent être à la fois activatrices ou inhibitrices. La coagulation se déroule sur une surface catalytique qui résulte de l'activation des plaquettes par la thrombine ou le collagène, qui entraîne un remaniement membranaire induit par l'augmentation du calcium cytoplasmique et l'activation d'enzymes membranaires comme la scramblase ou la flippase. Ce remaniement membranaire provoque l'externalisation de phosphatidylsérines qui sont chargées négativement. Et comme vous pouvez le voir ici sur ces schémas, la phosphatidylsérine exposée à la surface plaquettaire a la capacité de fixer les protéines de la coagulation à la surface des plaquettes activées et constitue ainsi une surface catalytique qui capte et concentre les facteurs de la coagulation. Les protéines membranaires maintenant impliquées sont le facteur tissulaire, qui est le puissant activateur de la voie exogène, et le système thrombomoduline EPCR, qui est un régulateur négatif de la coagulation. Le facteur tissulaire est exprimé constitutivement par les cellules qui ne sont normalement pas au contact du sang, alors que la thrombomoduline et le PCR sont exprimés par les cellules endothéliales. Les protéines plasmatiques maintenant appartiennent soit aux facteurs de la coagulation, soit aux inhibiteurs. L'activité des facteurs de la coagulation est sous la dépendance de la surface catalytique des plaquettes, voire de certaines cellules vasculaires activées, tandis que les inhibiteurs sont pour la plupart sous le contrôle de l'endothélium. Parmi les facteurs de la coagulation, on retrouve le fibrinogène, qui est le monomère du réseau de fibrine, des proenzymes ou zymogènes et des cofacteurs non enzymatiques accélérant certaines réactions. Les principaux inhibiteurs sont quant à eux l'inhibiteur de la voie du facteur tissulaire ou TFPI, les serpines et le système de la protéine C et la protéine S. Le fibrinogène ou facteur 1 est une glycoprotéine plasmatique de haut poids moléculaire produite par les hépatocytes et également présente dans les granules alpha des plaquettes. C'est le monomère du réseau de fibrine. Il est soluble dans le plasma à l'état monomérique, alors que la fibrine est, elle, insoluble. C'est un dimère symétrique constitué de 2 sous-unités alpha, 2 sous-unités bêta et de 2 sous-unités gamma. Et les sous-unités alpha et bêta portent en leur extrémité N-terminale, au niveau du domaine E, les fibrinopeptides A et B qui sont reconnus par la thrombine au cours de la fibrinoformation. Le réseau de fibrine étant par ailleurs instable, la thrombine active également un zymogène de transglutaminase, le facteur 13, qui consolide la fibrine.
Les facteurs de la coagulation sont pour l'essentiel des imogènes de protéase acérine. Les facteurs 2, 7, 9 et 10, appartenant aux voies exogènes et communes, ont pour caractéristique d'être produits par le foie, présents dans le plasma et de porter des acides aminés particuliers, appelés GLA, dont la présence dépend, comme on le reverra par la suite, de la vitamine K. Ces acides aminés, comme nous le verrons, permettent la liaison de ces facteurs à la phosphatidylsérine de manière calcium-dépendante. Les facteurs 11, 12 et la précalicréine ont également une origine hépatique, mais ils ne dépendent pas de la vitamine K pour leur liaison aux phospholipides. Tous ces facteurs qui circulent sous la forme de zymogènes inactifs peuvent être activés en cas de déclenchement de l'une des voies de la coagulation et se transforment ainsi en protéases actives, jouant à leur tour le rôle d'activateur. Les cofacteurs 5 et 8 sont deux facteurs non enzymatiques qui accélèrent de manière considérable les réactions d'activation dans lesquelles ils sont impliqués. Ces facteurs acquièrent leur activité de cofacteurs après protéolyse par la thrombine. Le facteur 5 ou proaccélérine est synthétisé par les hépatocytes et les mégakaryocytes et par conséquent est présent dans le plasma ainsi que dans les granules alpha des plaquettes. Le facteur 8 ou facteur antihomophile A est quant à lui produit par le foie, mais également le poumon, le rein, la rate ou encore le cerveau. Il est lié au facteur de Willebrand qui le protège de la dégradation in vivo. Les inhibiteurs plasmatiques endogènes ciblent soit l'initiation de la coagulation, comme c'est le cas du TFPI pour inhibiteur de la voie du facteur tissulaire, soit son amplification. Il s'agit alors de l'antithrombine, de la protéase nexine 1 qui est transportée dans les granules alpha des plaquettes et libérée après activation, et le système de la protéine C, protéine S. La plupart de ces inhibiteurs sont en relation étroite avec l'endothélium vasculaire. Certains facteurs de la coagulation, les plus importants en réalité, dépendent, comme nous l'avons évoqué, de la vitamine K. Les vitamines K, appelées ainsi en référence à coagulation en allemand, forment un groupe de vitamines liposolubles constituées des vitamines K1, K2 et K3. La vitamine K1 qui nous intéresse particulièrement ici est une vitamine alimentaire qui est apportée par les légumes verts. Elle est indispensable à la maturation post-traductionnelle des facteurs 7, 9, 2 et 10, ainsi qu'à celle de la protéine C et de la protéine S. Les facteurs dépendants de la vitamine K, qui sont colorés en violet sur cette diapositive, c'est-à-dire la prothrombine, le facteur 7, le facteur 9 et le facteur 10, sont des acteurs clés de la cascade de la coagulation et des carences en cette vitamine sont ainsi associées à un risque hémorragique. En effet, la vitamine K est le cofacteur de la gamma-glutamyl carboxylase qui, dans le réticulum endoplasmique des hépatocytes, catalyse la transformation des acides glutamiques en acide gamma-carboxyglutamique par l'ajout d'un groupement carboxyle, COOH. Les facteurs de la coagulation vitamine K dépendants en cours d'élongation passent ainsi du statut de précurseur inactif à celui de protéines fonctionnelles, dans lesquelles ces résidus forment des domaines GLA indispensables à l'interaction de ces facteurs vitamine K dépendants aux membranes. En effet, les ions calcium se lient au domaine GLA de ces facteurs, avec pour conséquence un pontage entre la protéine vitamine K dépendante et la phosphatidylsérine chargée négativement, et un changement de conformation du domaine GLA qui s'insère dans la bicouche lipidique. Ceci permet de concentrer les protéines vitamine K dépendantes sur une surface catalytique et donc de rapprocher les enzymes, c'est-à-dire les facteurs actifs, de leur substrat, c'est-à-dire les imogènes inactifs. Ce rapprochement permet d'augmenter les interactions entre les enzymes et leur substrat. En parallèle de l'activité de la carboxylase, qui transforme les résidus GLU en GLA, une enzyme à activité époxyde réductase, présente dans la membrane du réticulum endoplasmique des hépatocytes, est chargée de réduire la vitamine K oxydée pour maintenir l'activité de l'enzyme. Cette enzyme est la cible des antivitamines K comme la warfarine, qui sont des anticoagulants indirects, empêchant la production par le foie de facteurs de la coagulation fonctionnelle. Après vous avoir présenté les différents intervenants de la cascade de la coagulation, nous allons maintenant nous intéresser à son déroulement.
L'activation de la voie endogène, tout d'abord, est initiée par des surfaces chargées négativement. C'est cette voie qui est explorée en hématologie in vitro. La voie endogène est activée par les phosphatidyl sérines présentes à la surface des membranes des plaquettes ou d'autres cellules activées, mais également par le collagène, par la surface des tubes en verre, ou encore, comme cela a été montré plus récemment, par les nets. Le déclenchement se produit grâce à l'auto-activation du facteur 12 sur les surfaces négatives, qui active alors la précalicréine en calicréine, et en présence de kininogènes de haut poids moléculaire, qui est un cofacteur non enzymatique, il y a activation d'une plus grande quantité de facteur 12, qui active à son tour le facteur 11 en 11 activé. La voie exogène, quant à elle, est activée par le facteur tissulaire. Le facteur tissulaire est une glycoprotéine transmembranaire dont le domaine extracellulaire interagit avec les facteurs 7 et 7 activés. Le facteur tissulaire est exprimé de manière constitutive dans des zones qui ne sont normalement pas au contact du sang, comme l'adventice des vaisseaux, les surfaces épithéliales, la capsule des organes ou encore les adipocytes. Ainsi, le facteur tissulaire exprimé dans la tunique externe des vaisseaux par les fibroblastes de l'adventice constitue une enveloppe hémostatique prête à initier de manière puissante la coagulation en cas de rupture de l'intégrité vasculaire. En 1989, l'expression constitutive du facteur tissulaire a été caractérisée pour la première fois chez l'homme au niveau de l'adventice des vaisseaux, comme montré ici dans l'artère coronaire et les artérioles, ainsi que dans les épithéliums, comme ici, dans la peau. Mais l'expression du facteur tissulaire est également inductible puisque celui-ci est stimulé dans les monocytes après traitement au LPS. Depuis, de nombreuses études ont montré que l'expression du facteur tissulaire pouvait être stimulée non seulement dans les monocytes et les cellules musculaires lisses, mais également, comme montré ici, en réponse à de nombreux agonistes dans la cellule endothéliale. La coagulation est donc principalement initiée in vivo par la voie du facteur tissulaire, qui permet tout d'abord l'activation du facteur 7 en facteur 7 activé. Le facteur 7 a la particularité de circuler en faible quantité dans le plasma, sous forme activée mais inoffensive en l'absence de facteur tissulaire exposé. Dès lors qu'il est exposé au sang, ce facteur tissulaire joue le rôle de cofacteur de l'auto-activation du facteur 7 par le facteur 7 activé. Une fois le facteur 7 activé, le facteur tissulaire joue alors le rôle de cofacteur de l'activation cette fois des facteurs 10 et 9 en 10 et 9 activés. L'activation des facteurs 10 et 9 par le complexe facteur tissulaire facteur 7 activé permet une propagation des réactions à la surface des plaquettes activées présentes au niveau de la brèche par l'intermédiaire, comme nous l'avons vu, des ions calcium et des domaines Gla de ces facteurs vitamine K dépendants. Ces réactions sont lentes en l'absence de cofacteurs activés et des premières traces de thrombine et de fibrine sont générées. Les premières traces de thrombine amplifient alors de manière considérable le processus en activant les cofacteurs 5 et 8, en recrutant et en activant de nouvelles plaquettes et en activant le facteur 11. La voie d'initiation est alors rapidement bloquée par l'inhibiteur de la voie du facteur tissulaire, ou TFPI, et une fois cette voie bloquée, la propagation et l'amplification de la coagulation dépendent alors en grande partie de l'activité des deux cofacteurs 5A et 8A à la surface des plaquettes. Le recrutement et l'activation de nouvelles plaquettes par les premières traces de thrombine permettent d'augmenter la surface catalytique et donc le nombre de facteurs pouvant participer à l'amplification de la cascade de la coagulation. La thrombine active par ailleurs le facteur 11, ce qui fait participer la voie endogène par l'activation, par le facteur 11 activé, du facteur 9. Enfin, l'activation des cofacteurs 5 et 8 permet la constitution des complexes ténase et prothrombinase qui augmentent de manière considérable la vitesse d'activation du facteur 10 et de la prothrombine. Ces deux complexes s'assemblent selon ce modèle. À la surface membranaire des plaquettes activées, une sérine protéase,
ici l'enzyme, et un zymogène, ici le substrat, sont concentrés à cette surface par l'intermédiaire de leur domaine glas et des ions calcium. Un cofacteur protéique interagit alors avec la membrane et directement avec l'enzyme et son substrat. L'activation des cofacteurs par la thrombine est nécessaire pour qu'ils soient capables de lier la membrane, l'enzyme et le substrat. Le facteur 8 activé interagit ainsi avec le facteur 9 activé et le facteur 10 pour former le complexe ténase, tandis que le facteur 5 activé interagit avec le facteur 10A et la prothrombine pour former le complexe prothrombinase. Grâce à ces complexes, l'activation du facteur 10 et de la prothrombine sont considérablement accélérées. L'importance de ces réactions est soulignée par l'origine de l'hémophilie A qui correspond à un déficit en facteur 8. Ces cofacteurs permettent ainsi d'augmenter de manière très importante la quantité de thrombine générée. Lors de la fibrinoformation, la thrombine qui a été générée clive les fibrinopeptides A et B du fibrinogène présents dans le domaine E central. Il y a alors association longitudinale, puis latérale des monomères de fibrinogène grâce à des liaisons hydrogènes pour former de la fibrine instable. En parallèle, la thrombine active le facteur 13 qui crée des liaisons covalentes entre les résidus glutamine et lysine de la fibrine pour la stabiliser. La régulation négative de la coagulation a pour but de contrôler l'expansion du caillot et d'éviter la dissémination d'enzymes procoagulantes à distance de la brèche. Dans ces processus, l'endothélium joue un rôle central. Il limite, comme nous l'avons vu, l'activation plaquettaire lors de l'hémostase primaire et comme nous le verrons, il a un rôle stimulateur de la dissolution du caillot au cours de la fibrinolyse. Lors de la coagulation, l'endothélium coordonne également l'action de différents inhibiteurs qui agissent sur l'étape d'initiation comme le TFPI ou sur l'étape d'amplification comme l'antithrombine et le système thrombomoduline protéine C. À ces inhibiteurs liés à l'endothélium, TFPI, système de la thrombomoduline protéine C et antithrombine, s'ajoute un autre inhibiteur non circulant mais libéré dans le caillot par les plaquettes activées, la protéase nexinin ou PN1, qui cible principalement la thrombine. Le TFPI est produit par les cellules endothéliales avec lesquelles il est principalement lié via un groupement GPI. Lorsqu'il se lie et inhibe le facteur 10 activé, le complexe TFPI facteur 10 activé inhibe le complexe facteur tissulaire facteur 7 activé. De cette manière, le facteur 10 activé exerce un rétrocontrôle négatif sur sa propre formation. Les serpines, dont le nom est un acronyme de Serine Protease Inhibitor, sont des acteurs importants de la régulation négative de l'étape d'amplification. Les principales de ces serpines sont l'antithrombine et la protéase nexine 1, dont les cibles préférentielles sont la thrombine et le facteur 10 activé. Ces serpines agissent à la manière de substrats suicides qui présentent une boucle réactive à leur surface contenant une séquence leurre reconnue comme un substrat par la protéase. Lors du clivage de cette séquence par la protéase, celle-ci se retrouve piégée et inactivée dans un complexe équimolaire inactif et irréversible. La réaction de ces serpines contre leur cible a la particularité d'être accélérée en présence de glycosaminoglycanes de type héparane sulfate, de la paroi vasculaire et par l'héparine. L'antithrombine est une serpine présente à la fois en circulation et également liée aux glycosaminoglycanes de type héparane sulfate présents à la surface de l'endothélium. Son rôle est de piéger les facteurs de la coagulation qui diffusent à distance de la brèche, notamment les facteurs 10 activés et la thrombine. L'antithrombine libre dans le plasma inhibe ces cibles de manière lente, mais son action est accélérée lorsqu'elle est complexée aux héparanes sulfate endogènes de l'endothélium, ou bien après administration d'héparines exogènes pour lesquelles elle a une très forte affinité. Lorsque l'antithrombine liée aux glycosaminoglycanes de l'endothélium forme un complexe avec une de ses cibles, celui-ci se dissocie de l'héparane sulfate et est éliminé au niveau du foie.
L'effet anticoagulant de l'héparine est ainsi dû à son effet accélérateur de l'action de l'antithrombine sur la thrombine et le facteur 10 activé. Cet effet s'exerce de différentes manières selon les caractéristiques de l'héparine utilisée. La nature des chaînes d'héparine joue tout d'abord un rôle très important. En effet, une séquence pentasaccharidique spécifique, coloriée ici en rouge, est présente dans certaines chaînes d'héparine. Cette séquence possède une affinité très forte pour l'antithrombine et elle a la particularité d'induire un changement de conformation de l'antithrombine qui accélère l'inactivation du facteur 10 activé, mais pas de la thrombine. Cette séquence est produite dans le fond d'Aparinux et elle est présente dans les héparines de bas poids moléculaire de type énoxaparine et dans l'héparine non fractionnée. La longueur des chaînes d'héparine est également un facteur déterminant. L'héparine accélère en effet l'inhibition de la thrombine par l'antithrombine lorsque les chaînes sont suffisamment longues, c'est-à-dire lorsqu'elles contiennent au minimum 18 unités saccaridiques et qu'elles sont capables de ponter via un bridging effect l'antithrombine et la thrombine dans un complexe ternaire. Cet effet fonctionne avec la thrombine car elle possède un site de liaison à l'héparine. Mais il ne fonctionne pas pour le facteur 10A car celui-ci n'en possède pas. L'héparine non fractionnée accélère ainsi à la fois l'inhibition de la thrombine par l'antithrombine via un bridging effect et celle du facteur 10 activé grâce à la présence du pentasaccharide. Les HBPM, héparines les plus couramment administrées en thérapeutique, sont ainsi incapables d'engager ce bridging effect et donc leur effet anticoagulant passe uniquement par l'accélération de l'inhibition du facteur 10 activé par l'antithrombine. Le système de la protéine C est un autre système endogène spécifique de régulation négative de la coagulation. La liaison de la thrombine à la thrombomoduline des cellules endothéliales supprime ses activités procoagulantes et lui confère la capacité à activer la protéine C liée à son récepteur EPCR. La protéine C activée dégrade alors les cofacteurs 5A et 8A à la surface des plaquettes activées en présence de la protéine S. L'importance de ce système de régulation est illustrée par le déficit congénital en protéine C qui conduit à une thrombophilie avec un risque accru de thrombose veineuse. Dès que la fibrine se forme à la surface des plaquettes, celle-ci constitue une véritable plateforme pour les acteurs du système plasminergique. Le TPA, activateur tissulaire du plasminogène sécrété par les cellules endothéliales qui bordent la brèche, et le plasminogène circulant, zymogène de la plasmine, se lient alors à la fibrine par l'intermédiaire de résidus lysine. Le TPA active alors le plasminogène en plasmine, qui dégrade la fibrine et libère dans la circulation des produits de dégradation de la fibrine soluble. Les acteurs de ce système possèdent bien évidemment leur panel d'inhibiteurs qui sont des serpines. Le PAI1, produit par l'endothélium, est le principal inhibiteur du TPA. L'alpha-2 antiplasmine circulante est l'inhibiteur le plus efficace de la plasmine. Et la protéase nexine 1, qui est libérée par les plaquettes activées, est à la fois un inhibiteur du TPA et de la plasmine. La fibrinolyse est également inhibée par le TAFI pour inhibiteur de la fibrinolyse activée par la thrombine. Le TAFI est une enzyme circulante activée par la thrombine liée à la thrombomoduline qui dégrade les lysines présentes à la surface de la fibrine. Sans ces sites d'interaction, le TPA et le plasminogène ne peuvent pas se lier à la fibrine et la fibrinolyse est ainsi inhibée. Ainsi, la thrombine que je vous ai présentée comme étant l'enzyme clé de la coagulation exerce des fonctions hémostatiques à la fois pro mais également anticoagulantes. Son rôle essentiel réside bien sûr dans la catalyse de la transformation du fibrinogène en fibrine, mais elle active également les plaquettes et une série de facteurs et cofacteurs qui accélèrent de manière considérable les réactions de la coagulation. De plus, elle favorise, comme nous venons de le voir, la croissance du caillot en limitant la fibrinolyse par l'activation du TAFI. Par l'activation de la protéine C et la stimulation de la production de TPA par les cellules endothéliales, la thrombine participe également à la régulation négative de la coagulation.
Ces éléments illustrent bien une petite partie de la complexité et du niveau de sophistication de la régulation des mécanismes qui sont impliqués dans l'hémostase. Pour conclure, les conséquences cliniques de la formation inappropriée ou disproportionnée d'un caillot dans le réseau vasculaire constituent la principale cause de mortalité dans le monde. Ce caillot, alors appelé thrombus, lorsqu'il devient pathologique, se rend en effet responsable de l'obstruction d'un territoire vasculaire, avec pour conséquence l'arrêt de l'irrigation et la mort à plus ou moins long terme des cellules qui y étaient irriguées. C'est ce qu'on appelle l'infarctus. Les traitements antithrombotiques actuels ont pour objectif soit de limiter la croissance du thrombus, soit de favoriser sa lyse, soit de prévenir sa récidive. Un arsenal de molécules utilisées depuis plus ou moins longue date est disponible pour agir à différents niveaux. Certains traitements ciblent les plaquettes et limitent leur activation, comme le clopidogrel et l'aspirine, ou leur agrégation, comme l'apiximab. D'autres ciblent les enzymes de la coagulation, comme les HBPM, dont l'effet passe par l'antithrombine, les antivitamines K, dont les effets sont indirects puisqu'ils agissent au moment de la synthèse, comme nous l'avons vu, des facteurs de la coagulation, et les anticoagulants directs, qui sont une nouvelle catégorie d'anticoagulants synthétiques ciblant la thrombine, comme le daguibatran ou le facteur 10A. Enfin, la stimulation de la lyse à l'aide de TPA recombinant est une alternative pharmacologique qui peut être utilisée pour tenter de résorber un thrombus déjà formé, dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral par exemple. L'inconvénient majeur de ces traitements réside dans le fait que le risque hémorragique encouru est proportionnel à l'efficacité antithrombotique.